Premièrement, cette présentation-ci, à l'origine, quand je l'avais faite la première fois, je l'avais appelée ADHD Mashup, donc un mélange de plusieurs choses différentes. Mais en gros, là, en quoi ça va consister, c'est plus une présentation d'introduction au TDAH avec quelques pistes d'intervention qui peuvent, entre autres, s'appliquer à des gens qui n'ont pas à intervenir avec des gens qui ont un TDAH comme au quotidien. C'est par exemple pas quelqu'un qui a un TES ou un psychologue, mais qui parfois a des clients ou des participants, surtout des enfants, et qui, dans le fond, voudraient c'est ça, avoir une petite base sur qu'est-ce que le TDAH et quoi faire quand, par exemple, un parent nous arrive en disant juste une petite note, là, mon enfant a un TDAH, donc veuillez en tenir compte. Ben, qu'est-ce que ça veut dire en tenir compte? Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà. Donc, premièrement, le TDAH pour trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un des troubles neurodéveloppementaux ayant la plus forte prévalence, donc environ 8 à 15%. L'origine neurobiologique est centrale, donc c'est-à-dire que la part est, c'est ça, biologique au niveau du fonctionnement dans le cerveau neurotransmetteur. On sait que c'est ça qui est la base du TDAH. Par contre, les comportements des individus qui ont un TDAH, ils demeurent sensibles aux influences psychosociales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que n'importe qui, quand on est plus fatigué, on montre généralement plus de problèmes d'attention, problèmes de concentration, ou par exemple, quand on est plus stressé, on peut avoir tendance à être plus agité. Mais les gens qui ont un TDAH, c'est pas différent. Eux aussi, quand ils sont dans des contextes plus difficiles, par exemple, et les symptômes vont augmenter. Le TDAH aussi, on dit il y a trois profils cliniques. Donc, un profil avec inattention prédominante, donc où la majorité des symptômes vont être des difficultés d'attention, concentration. Un avec hyperactivité, impulsivité, ou dans ce cas-là, ce serait la majorité des symptômes sont plutôt de l'ordre de la difficulté à retenir des actions ou des paroles et au niveau de l'agitation. Et finalement, le troisième profil qui serait à la fois avec inattention significative et hyperactivité, impulsivité significative aussi, donc profil mixte ou combiné. Le TDAH, c'est un trouble qu'on dit chronique, c'est-à-dire que parmi les enfants qui présentent le TDAH, environ 75 à 80 vont continuer de rencontrer les critères diagnostiques du trouble à l'adolescence. Et parmi ces enfants-là, environ 50% vont continuer de rencontrer les critères diagnostiques à l'âge adulte. Pour ceux qui ne seraient pas dans les pourcentages que je viens de mentionner, eh bien, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ils se retrouvent tout à fait sans inattention ou sans hyperactivité, impulsivité. Ça veut juste dire que s'il n'est plus à un niveau qui rencontrerait le seuil diagnostique, mais généralement, ils vont, c'est ça, présenter un profil avec un niveau sous-clinique là, de symptômes. Aussi, les symptômes du TDAH, ils apparaissent tôt. Ils apparaissent à l'enfance et selon le DSM, là, donc le manuel diagnostique, on va dire qu'il faut qu'il soit présent avant l'âge de 12 ans. Il faut aussi que ces symptômes-là causent ce qu'on appelle des atteintes fonctionnelles, c'est-à-dire qu'ils nuisent à l'individu, par exemple, dans sa capacité à faire ce qu'il a à faire à l'école, faire ce qu'il a à faire au travail, euh, faire ce qu'il a à faire à la maison, ou par exemple causer des conflits avec les gens autour de lui. Et c'est ça, généralement, c'est présent dans plusieurs contextes. Au niveau du ratio, donc souvent j'ai la question, mais est-ce que c'est plus commun pour les garçons? Il me semble que c'est plus commun pour les garçons. Mais on dit que le ratio est environ 2,3 à 2,5 garçons pour une fille. Bien sûr, ça c'est des statistiques. On ne va jamais couper un garçon en deux pour qu'il fasse le 0,5, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde à l'âge adulte, de plus en plus, il y a une évolution où la prévalence s'approcherait du un pour un. Donc, un garçon pour une fille ou une femme pour un homme.
Donc, ici, les red flags, ou les, c'est ça, les red flags, les indicateurs qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille que quelqu'un a un TDAH, en fait, là, pour la sphère inattention. Puis là, en faisant mes diapositives de red flag, je me disais, est-ce que actuellement j'ai vraiment encore besoin de faire ça? Parce que TikTok, là, c'est rempli de exactement ce que je vais présenter dans les 3 prochaines diapositives. Par contre, moi, contrairement à TikTok, je vais pas vous dire que si vous voyez ces signes-là, ça veut dire que oui, vous aussi, vous avez un TDAH. Ça veut juste dire que si vous avez plusieurs de ces signes-là et que ça vous cause une gêne significative dans votre quotidien, ben juste aller consulter, c'est ça, chercher de l'aide, puis essayer avec un professionnel, essayer de démêler pourquoi vous avez, oui, ces signes-là, mais surtout ces atteintes fonctionnelles-là. Mais donc, maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse, allons-y avec les petits signes d'inattention. Donc, difficulté à rester concentré lors d'explications. Donc, si dans mon préambule, vous avez un petit peu perdu le fil, c'est un exemple de ça. Ne pas porter attention à la personne qui parle. Ça arrive souvent encore plus en contexte de groupe. Donc, il y a quelqu'un qui parle et là, c'est difficile de se concentrer, être distrait par ce qui se passe autour. Puis des fois, être distrait aussi par son discours intérieur ou ses pensées. Être, c'est ça, facilement distrait dans la lune, mais c'est qu'est-ce que je viens un petit peu de dire. Donc, quand on dit distrait, la première chose qui vient à l'esprit des gens qui connaissent peut-être un peu moins bien le TDAH, c'est de passer aux distractions externes. Donc, par exemple, ce qui se passe dehors, regarder par la fenêtre quand on pense par exemple à un élève en classe ou être distrait par ce que les collègues de classe font, mais ça peut aussi être distrait par ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc distrait par les pensées ou par même les sensations. Donc, c'est ça, différentes sortes de distractions. Faire des oublis dans les tâches quotidiennes et difficulté à terminer une consigne, soit par oubli. Donc, par exemple, l'étape finale de mon travail, c'était de surligner les mots-clés importants, mais j'ai oublié que l'enseignant verbalement avait dit à la fin, s'il vous plaît, surlignez les mots-clés importants. Donc, mon enseignant va considérer que mon travail n'est pas complété, mais c'est parce que j'ai oublié une consigne ou une étape. Et aussi, difficulté à terminer une consigne parce qu'il s'égare. Donc, c'est à la maison. OK, bon, ben, ça va être temps de nourrir le chat. Et là, tu arrives pour nourrir le chat et tu fais, ah, c'est vrai, j'avais pas fait la vaisselle hier soir. Donc, là, c'est dommage que j'aie pris l'exemple du chat parce que faut que la consigne ne soit pas terminée. Mais donc, ah, j'ai oublié de faire la vaisselle hier soir. Fait que tu commences à laver la vaisselle. Et là, finalement, tu fais, ah, il me reste plus de savon à vaisselle. Ah, du savon à vaisselle, il est dans l'armoire. Là, tu t'en vas dans l'armoire. Bref, finalement, ton chat, il te regarde en faisant comme miaou, j'ai l'estomac dans les talons. Donc, tu t'es perdu en cours de tâche. Et ouais. C'est pour ça que peut-être que dans ce cas-là, un chat serait préférable à un lézard. Parce qu'au moins, ben, il va miauler puis il va venir entre nos jambes. Voyez, moi aussi, je me garde. Aversion envers les tâches demandant une attention soutenue. Donc, quand c'est long, compliqué, assez plate. Ça nous tente pas de le faire. On va le remettre à plus tard. Dans notre tête, la date où on a à faire ça va avoir un gros X rouge sur notre calendrier cognitif. On veut pas se rendre à faire ça. Facilement passer d'une idée à l'autre. Là, j'ai pas à vous donner un exemple. Je suis un exemple vivant. Difficulté à rester concentré sur une seule activité. Donc, c'est ça, passer d'une activité à une autre. Difficulté à s'organiser. Donc, ça peut être difficulté à organiser ses effets personnels, son matériel, pas trop savoir comment les regrouper, comment les classer d'une façon où ce serait optimal, mais aussi difficulté à organiser ses tâches ou ses activités. Donc, j'ai par exemple, une excursion de vélo à aller faire. Donc, ben, par quoi je commence? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je commence par faire mon sac?
Ou je commence par vérifier si mon vélo est en ordre, parce que s'il y a un problème mécanique majeur, ben, il va falloir que j'aille au magasin de vélo pour le faire réparer et je ne pourrai pas aller en excursion. Donc, c'est ça, difficulté à décomposer, voir qu'est-ce qui est prioritaire, et tendance à perdre ses effets personnels. Et avec le temps, on va dire, mais ils vont moins les perdre, mais ils vont perdre du temps à les chercher. Donc, tu sais, contrairement, en fait, tu sais, à l'enfance, ça va être littéralement, il revient à la maison, ouais, pas de mitaine, pas de boîte à lunch, ses souliers, mais pas de bas dans ses souliers, puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça, une fois, avec le temps, ça va plus devenir perdre du temps le matin, par exemple, à chercher ses clés pendant un bon, c'est ça, plusieurs minutes minimum. Maintenant, au niveau de l'impulsivité, si je ne vous ai pas perdu, les indices, donner des réponses précipitées, donc sans avoir l'ensemble de l'information. Dans le cas plus de tâches qui sont assignées ou d'évaluation, commencer avant d'avoir reçu les consignes ou avant d'avoir reçu l'ensemble des consignes. Donc, c'est ça, ça, c'est le genre, vous donnez l'examen et vous n'avez encore rien dit que déjà vous le voyez en train d'écrire. Des interruptions fréquentes, donc, mais c'est ça. Interrompre pendant que quelqu'un est en train de parler, interrompre dans les activités, c'est ça, conversation, activité, que ce soit des conversations que vous avez avec eux ou vous êtes en conversation avec quelqu'un d'autre. Par exemple, vous parlez au téléphone avec, je ne sais pas, votre sœur et là, l'enfant interrompt, mais aussi si vous êtes en train d'avoir une conversation avec votre enfant, vous n'avez pas fini de terminer ce que vous avez à dire et il vous coupe la parole. Aussi, dans l'impulsivité, on va dire les réactions émotionnelles soudaines. Donc, c'est difficulté à s'autoréguler aussi dans les émotions. Des changements rapides dans les activités, les décisions, parce que dans le fond, dans l'impulsivité, c'est de ne pas prendre, entre autres, là, en compte les conséquences associées au choix que je fais. Donc, si j'agis avant d'avoir tenu compte de ça va être quoi les conséquences, ben, je risque de rapidement passer d'une activité à l'autre. Ah, ça fait l'autre parce que ça combinait l'inattention aussi, mais tu sais, de dire OK, bon, ben finalement, allons prendre une marche, mais j'ai pas regardé la météo. Fait que là, finalement, ben, il pleut dehors. Fait que, ah, finalement, rentrons en dedans, faisons une soirée popcorn. Puis, ah non, mais je m'étais aussi mis comme objectif cette année d'aller au gym. Fait que, ah, finalement, partons pour le gym. Aussi, agit sans demander. Donc, ça, des fois, ça va être des enfants qui vont avoir des conflits avec les autres parce qu'ils touchent les autres, ils touchent les objets des autres sans permission ou quand ce n'est pas littéralement des prendre et de commencer à jouer avec sans avoir demandé. Tendance à céder à la tentation. Donc, par exemple, ah, je sais que ce soir, j'ai un examen de maths à préparer, mais j'ai vraiment envie de sortir avec mes amis. Ben, plus tendance à prendre le choix de sortir avec mes amis, même si je sais que j'ai un examen de maths à préparer. Aussi, il peut avoir tendance à dire des choses blessantes ou inappropriées. Puis dans le cas de l'impulsivité, c'est pas nécessairement parce que la personne n'a aucune idée que ça peut être blessant, mais parce qu'elle ne prend pas le temps de réfléchir et donc de réaliser que si elle le dit, ça risque d'être blessant. Donc, tu sais, la comparaison, là, c'est que tu sais, c'est pas nécessairement de. euh, Tu sais, les enfants, ils ont tout un âge là, où maman, la madame, là, est grosse, hein? Puis là, tu dis, mais tu sais, mon amour, on dit pas ça, la madame est grosse, ça va lui faire de la peine. Ben pourquoi? Elle est grosse pour vrai, la madame? C'est pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens de ah, c'est quoi que t'as là, ce bouton? Puis là, ah, j'aurais pas dû dire ça. Tu sais. Ah, t'es-tu enceinte? Ah, j'aurais pas dû dire ça. Une fois que tu y penses, tu le sais qu'il fallait pas que tu dises ça, mais c'est ça, ça sortait tout seul. Et aussi, faire irruption dans les activités des autres, ça va avec interrompre.
Ah, OK. Dernier, hyperactivité, si je ne vous ai pas encore perdu, là. Donc, dans l'hyperactivité, être en mouvement continuellement, même assis. Donc, c'est ça. À tout de moins, là, toujours bouger un petit peu. S'agiter, se tortiller. Donc, ouais, c'est ça. Ça, je pense qu'en soi-même, j'ai pas besoin de donner un exemple. On sait ce que s'agiter, se tortiller veut dire. Difficulté à rester assis. Puis des fois, à l'âge adulte, on va dire, mais je vois pas tant de difficulté à rester assis, mais c'est que va, dans le fond, rester debout plutôt que de s'asseoir. Tu sais, là, il y a des gens dans les parties de Noël ou dans les parties de quelque chose d'autre si vous ne fêtez pas Noël, là, ils sont debout à côté du comptoir. Puis ils sont debout à côté du divan. Puis ça. Fait qu'ils sont toujours debout, même dans des situations où généralement on s'assoit. Donc, c'est pas qu'ils ont de la misère à rester assis, vous allez me dire. Ben non, quand il est assis, il reste assis, oui, mais il y a bien des fois où la plupart des gens s'assoient, puis lui, c'est constant, il est debout. Bruyant dans les activités. Donc, ben, si tu bouges beaucoup, tu as plus de chances de faire plus de bruit, là. Là, parce que c'est enregistré, puis que là, au moment où vous allez écouter l'enregistrement, je vais pas nommer personne en exemple, mais si vous avez un collègue, au début, vous pensez que vous aviez des souris ou on sait pas quoi, parce que vous entendez toc, 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 toc. Puis là, finalement, quand vous allez voir ce qui se passe, ben, c'est votre collègue qui fait juste taper avec son crayon, taper avec ses pieds. C'est un exemple de si tu bouges plus, tu fais plus de bruit. Difficulté à s'engager dans des activités calmes parce que ben aime mieux être en mouvement qu'être juste en train de faire de la méditation. Ou moi, là, un exemple qui me vient en tête, là, c'est se faire bronzer l'été. Puis, si vous aimez le teint, mais que vous avez jamais réussi à avoir un bronzage égal parce que vous finissez toujours à être penché en train de faire quelque chose d'autre, ça peut être un indicateur. Aussi courir, grimper, escalader, sauter, même quand c'est pas approprié. Bon, ça, c'est plus à l'enfance. Et c'est ma blague depuis au moins 15 ans. Ça disparaît avec le temps, mais une chance. Parce que imaginez un ado de 17 ans juste arriver chez vous, puis sauter sur le comptoir, puis grimper dans votre arbre, puis c'est ça. Plus à l'enfance, mais une chance. Phew. Quoique, j'aurais aussi un exemple d'un ado qui... Ouais, là, je nomme pas personne, c'est enregistré, mais je nomme pas personne. Quand j'étais adolescente, j'ai une de mes amies qui j'avais le sapin de Noël, est partie à la course et a sauté littéralement dans le sapin de Noël. Donc, c'est un exemple de courir, grimper, sauter dans des moments où ce n'est pas approprié. Et donc, si jamais vous êtes comme mes parents étaient, la personne qui reçoit cet enfant-là. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas élevé, ça peut être dû à un TDAH. Manipuler, jouer avec les objets ou parler trop ou quand ce n'est pas approprié. Donc, des exemples d'hyperactivité. Mais le TDAH, ça vient aussi avec des forces. Donc, si tu es impulsif, généralement, tu vas aussi être spontané. Tu risques, en fait, tu peux être rapide dans certaines choses. Si t'es pas trop inattentif, tu peux être rapide. Généralement, les individus qui ont un TDAH, on dit qu'ils sont créatifs. Ils sont, on les dit aussi rêveurs, curieux. Ça fait des personnes qui sortent du cadre, qui sont en dehors du cadre et qui éventuellement vont devenir aussi très bons pour trouver des solutions créatives à des problèmes. Même si vous pouvez avoir l'impression qu'ils les ont créés eux-mêmes, là, ça devient vraiment des petites usines à créativité, ingéniosité. Être transparent, mais ça va avec l'impulsivité et être spontané. Tu dis tout ce que d'autres pensent et ne disent pas. Aussi, avec l'inattention, c'est il y a la capacité à détecter ce que les autres ne détectent pas. Donc, mais si tu ne regardes pas le professeur, mais que tu regardes par la fenêtre, peut-être que toi, tu vas voir la personne qui a glissé sur le trottoir glacé, parce que ça arrive jamais à Montréal, les trottoirs glacés, tu sais, puis qui a besoin d'aide. Fait que t'étais pas attentif à ce que le prof disait.
mais tu as été capable de spotter la madame qui venait de glisser. Aussi, je sais pas si on peut dire qu'ils deviennent bons en multitâche, parce que je sais pas s'il y a des gens qui sont bons dans le multitâche, mais si au moins le potentiel de multitâche est assez élevé chez les gens qui ont un TDAH, et ça fait aussi des gens actifs. Donc, au niveau de l'irritabilité, le TDAH, c'est un trouble qui est fortement héréditaire. Donc, si un parent a un TDAH, on dit qu'il y a environ 75% de risque que l'enfant a un TDAH. Là, j'écris de risque de chance, là. Dépendamment à quel côté vous voyez les choses, 75% de risque, 75% de chance, 75% de probabilité, là. Et si vous voyez un enfant qui a un TDAH, il y a environ 15 à 25% de chances que la mère ait aussi un TDAH, 25 à 30% de chances que le père ait un TDAH et 20 à 25% de chances qu'un frère ou une sœur ait un TDAH. Donc là, si je sais que pour certains, peut-être que là, ça va un petit peu comme bugger dans votre cerveau parce que pourquoi un parent, ça fait 74% de chance pour l'enfant, mais faites juste vous fier à ce que je viens de dire, puis on démêlera la génétique et les probabilités une autre fois. Donc, au niveau de l'évolution, avant l'entrée à l'école, c'est plutôt les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité qui sont observés parce que généralement, le cadre dans lequel un enfant est avant l'entrée à l'école ne demande pas tant d'attention soutenue, mais peut demander une certaine régulation, par exemple en CPE. Donc, c'est de là qu'on va voir plus on va dire des plaintes, là, mais des commentaires sur l'hyperactivité et l'impulsivité. Après, une fois l'entrée à l'école, généralement, c'est là que l'inattention est davantage remarquée. Et à l'adolescence, théoriquement, l'hyperactivité, impulsivité diminue. Mais comme je disais tout à l'heure, une chance que ça diminue parce que les exigences de l'environnement augmentent. Tu sais, on s'attend à ce qu'un adolescent et un adulte soient moins impulsif comparativement à un enfant. Et aussi parce que, tu sais, entre autres, les conséquences augmentent. Si tu es impulsif au volant, c'est pas comme si tu es impulsif dans la cour de récréation. Même si être impulsif dans la cour de récréation a des conséquences aussi, là. Mais donc, c'est ça. Et aussi, le soutien diminue. Donc, généralement, ça va faire que, grosso modo, les atteintes fonctionnelles vont demeurer. Aussi, euh, c'est pas parce que quelqu'un rencontre les seuils diagnostiques du TDAH qu'il a nécessairement un TDAH. Un, que ce soit chez les individus qui auraient vraiment un TDAH ou les autres, il demeure que les symptômes peuvent être aggravés par plusieurs choses, dont la fatigue, les émotions, et en contexte d'anxiété ou de stress, d'être dans en fait, d'avoir un manque d'organisation. Si tu n'as pas aucun outil d'organisation de mis en place dans ta vie, tu risques de présenter des symptômes de TDAH et ce n'est pas parce que tu as nécessairement un TDAH. Donc, des problèmes quant au style de vie, quant à l'hygiène de vie. Donc, c'est ça. Si tu manques de sommeil, si tu te couches trop tard, si tu passes trop de temps sur les médias sociaux, ça risque aussi d'augmenter les symptômes de TDAH. Toxicité, dans ça, entre autres, on inclut usage de substances, l'usage d'alcool, de cannabis, si tu es intoxiqué. Tu risques de présenter des symptômes de TDAH aussi, d'en présenter davantage. Les apports alimentaires. Et ça, c'est aussi, en fait, c'est aussi très important chez les individus qui ont un TDAH, c'est que si tu ne manges pas bien ou que tu ne manges pas assez, tu vas avoir de la difficulté à te concentrer. Et ce n'est pas nécessairement un TDAH, c'est que tu ne manges pas correctement. Aussi des environnements, comme peut-être des contextes où l'environnement est extrêmement demandant. C'est ça, tu sais, si tu as trois emplois que tu combines
pour des raisons X, Y, Z, tu risques de présenter des symptômes de TDAH. Et dans un contexte comme ça, je dirais à la blague, si tu n'en présentes pas, c'est là ça risque d'être un red flag pour un TDAH. Tu sais. N'importe qui a combiné trois emplois différents pourrait avoir l'air d'avoir un TDAH, oui. Et tu sais, des fois, il y a des périodes de transition de vie, là, des nouveaux parents qui disent, ah, j'avais jamais pensé à ça, mais on dirait que j'ai un TDAH. Mais ça peut être juste l'adaptation au fait d'avoir un nouveau bébé, un nouveau membre dans la famille, combiné au manque de sommeil, combiné à ce que j'appellerais un manque de routine, parce que la routine d'un nouveau-né, ben, ça a comme pas de routine, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, ça pourrait donner l'air d'avoir un TDAH alors que ce n'est pas un TDAH. Et entre autres, là, parmi les sources de faux positifs, soit la présence d'autres troubles neurologiques ou, dans le fond, les conséquences d'une commotion cérébrale. Des troubles du sommeil, donc, tu sais, par exemple, apnée du sommeil, pourrait faire que vous rencontrez les critères diagnostiques d'un TDAH, alors que si l'apnée du sommeil était corrigée, vous auriez possiblement pas de TDAH, mais vous pourriez avoir les deux aussi. Dépendance ou trauma. Donc, aussi, mais j'ai un petit peu introduit l'idée, mais le TDAH, en fait, avec le TDAH, la présence d'au moins un autre trouble co-occurrent dans le DSM, là. Tantôt, j'ai parlé du DSM, mais si quelqu'un ne sait pas c'est quoi, c'est un peu comme, je dirais, en fait, on aime, il faut pas l'appeler comme ça, mais c'est un peu comme la Bible des troubles mentaux, un peu, en fait, une combinaison entre la Bible et le catalogue. Mais il faut pas que j'aille dire ça, là. C'est pas correct de dire ça, là. Mais en gros, c'est un manuel avec les critères diagnostiques pour les troubles de santé mentale, là. Donc, c'est ça. Donc, là, je reviens à mes moutons. Donc, le fait d'avoir un autre trouble avec le TDAH, c'est la norme plutôt que l'exception. Et par la norme, je veux dire que plus de la moitié des gens qui ont un TDAH vont aussi présenter les critères d'un autre trouble. À l'enfance et à l'adolescence, ça peut être entre autres des troubles d'apprentissage, donc dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles d'opposition avec provocation, troubles de l'humeur. Donc, dans les troubles de l'humeur, on inclut la dépression, les troubles anxieux et les troubles, il manque un E, des conduites alimentaires, donc anorexie, boulimie et compagnie. Et avec le temps, ça fait que rendu à l'adolescence et à l'âge adulte, on va aussi voir apparaître des troubles en lien avec l'utilisation de substances parce que, ben, malheureusement, c'est généralement à l'adolescence ou à l'âge adulte que l'utilisation de substances débute. Et déjà, si ça... ouais, continuons. Et aussi, on va voir une augmentation de la prévalence des troubles de l'humeur, augmentation de la prévalence des troubles anxieux et aussi augmentation de la prévalence des troubles des conduites alimentaires. Donc, au niveau de l'historique, le TDAH, c'est pas un trouble qui est récent, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et là, au début, je vous avais préparé toute une belle petite ligne du temps, mais finalement, je me suis dit non, je vais les endormir. Donc, là, j'ai abrégé ça, mais déjà dès les années 1800, on voit dans la littérature médicale et scientifique des descriptions de comportements qu'aujourd'hui on pourrait apparenter au TDAH ou des comportements s'apparentant au TDAH. Donc. Par la suite, en 1960, dans la deuxième version du DSM, on voit apparaître le trouble hyperkinétique, donc qui est l'ancêtre du TDAH. Et aussi, il y a des études longitudinales faites dès 1960, là, des études scientifiques longitudinales qui ont débuté, dont en 1960, qui était le Montreal Study, donc ici à Montréal. Mais donc, ce n'est pas un trouble vraiment récent. Par contre,
Là, j'ai, p- j'ai pas des gens qui me posent des questions, mais quand je parle avec des gens, je m'attends à avoir des questions du genre, mais est-ce qu'il y en a plus? Ou pourquoi il y en a plus? Ben, un, c'est davantage connu, entre autres grâce à ou à cause de TikTok. Mais c'est ça, TikTok, Instagram et compagnie, donc on en entend plus parler. Mais si les gens en entendent plus parler, ça augmente la probabilité qu'on y pense comme explication au comportement. C'est aussi moins stigmatisé que ça l'a été antérieurement, mais si c'est moins stigmatisé, des fois, entre deux diagnostics, on va potentiellement pencher pour celui-là en premier et voir comment ça évolue. Puis aussi, bien, vu que c'est moins stigmatisé, les gens qui rencontrent les critères diagnostiques, qui se reconnaissent dans les red flags, ont plus de chances, plus de probabilité d'aller consulter et chercher de l'aide pour un TDAH. Les critères aussi sont moins restreints là, avec le DSM-5 avant, quand c'était le DSM-4. Dans le fond, les symptômes devaient être apparus plus tôt. Là, maintenant, c'est rendu avant l'âge de 12 ans. Donc, aussi au niveau des concurrences, maintenant, il y a des concurrences, entre autres le TSA, qui peut être présent en même temps qu'un TDAH, alors que antérieurement, ce n'était pas le cas. Donc, ben, automatiquement, ça fait que la probabilité d'avoir un diagnostic de TDAH augmente. Si ben, un autre diagnostic, ça ne vient pas exclure tes chances d'avoir un TDAH. Il y a des changements dans l'environnement. Donc, entre autres, les écrans, c'est pas juste utile, ça cause davantage de distraction. Donc, ça peut aussi augmenter les chances de rencontrer les critères diagnostiques. Puis aussi, il y a ce que j'appelle l'augmentation, appel à une augmentation. Là, j'explique. C'est un, en fait, si les diagnostics de TDAH augmentent, ça augmente la probabilité qu'il y ait quelqu'un dans ta famille qui ait un diagnostic. Parce que quelqu'un qui avait pas un diagnostic en a un. Mais malheureusement, le cerveau humain est fait, en fait, les médecins et les gens qui font un diagnostic ont un cerveau humain comme tous les humains. Et le cerveau humain est fait de sorte que si quelqu'un arrive en disant je pense que j'ai un TDAH et que quand tu fais l'historique familial, la personne te dit ben en plus, justement, mon frère, lui, il a un TDAH, puis ma cousine, elle a un TDAH. Ben, il y a plus de chances que le professionnel dise, tu sais, mettons qu'il aurait pu choisir entre deux ou trois diagnostics, il y a plus de chances qu'il penche vers un TDAH. Donc, ça va faire que ça va aussi augmenter encore plus la probabilité de TDAH. Et aussi, mais en classe, là, s'il y en a deux qui sont sur des ballons pour s'aider à être plus concentré, trois qui jouent avec des fidgets autour de toi, ben, ça se peut que petit enfant arrive à la maison et dise, Maman, j'arrive pas à me concentrer à l'école. Puis, ben, je me reconnais aussi dans non fictif Sébastien, mais Sébastien, lui, il a un fidget. Donc, ça, tu sais, même si dans un cas comme ça, on ne devrait pas pencher vers un diagnostic de TDAH, ça peut aussi faire, oui, venir augmenter les probabilités de, ben, c'est les probabilités d'un autre diagnostic de TDAH. Donc, en gros, je dirais, s'il y en a plus, ben, c'est multifactoriel. C'est probablement beaucoup parce qu'on réussit enfin à identifier des gens qui ont un TDAH, mais qui avant n'étaient pas identifiés. Mais oui, peut être aussi parce qu'il y a des gens qui reçoivent un diagnostic de TDAH alors que ce serait autre chose. C'est un peu comme les détecteurs de fumée. Tu sais, moi, quand je fais brûler des toasts ou quand je prends ma douche trop longtemps, des fois, mon détecteur de fumée, il sonne. Mais j'aime mieux ça qu'à un moment donné, ben, me réveiller, ben, ne pas me réveiller parce qu'il aurait dû me réveiller, mais qu'il voulait tellement pas, ou on voulait tellement pas qu'il me réveille, en fait, on voulait tellement pas qu'il sonne pendant que mes toasts brûlaient que finalement, ben, il nous a pas réveillés à un moment où il devait nous réveiller. Puis ben, la perfection pour un diagnostic, c'est pareil comme les systèmes d'alarme. On peut pas juste cocher quand il faut, puis absolument pas cocher quand il faut pas.
Maintenant, comment gérer le TDAH? Francine, ça va être une conférence d'une heure, c'est correct, c'est enregistré. OK. Donc, comment gérer le comportement? Donc, en gros, là au centre, vous avez le comportement. Et dans le fond, il y a des choses qui se passent avant un comportement, qu'on appelle des antécédents. Et il y a il y a des choses qui se passent après le comportement qu'on appelle des conséquences. Et ça va amener à deux types d'interventions. Un, des interventions proactives, donc qui arrivent avant le comportement, puis qui viennent prévenir les comportements qui ne seraient pas désirés et qui vont aussi aider à venir favoriser le comportement désiré. Et de l'autre côté, on va avoir des interventions qu'on appelle réactives, donc qui arrivent après le comportement et qui vont venir diminuer la probabilité que le comportement désiré se reproduise par la suite ou augmenter la probabilité que le comportement désiré se reproduise par la suite. Et là, on va premièrement focuser sur les interventions proactives, donc celles qui arrivent avant un comportement, parce que souvent, ce sont celles qui sont plus économiques pour nous en termes d'énergie, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, premièrement, répondre aux besoins de bouger. Donc, on peut penser à adapter l'environnement. Donc, même si tantôt j'ai parlé en négatif des ballons d'exercice et compagnie, mais c'est pas juste négatif, c'est une des façons par lesquelles on peut adapter l'environnement pour répondre aux besoins de bouger des individus qui ont un TDAH. On peut aussi, encore là, même si j'en ai parlé négativement, des fidgets. C'est juste qu'il faut faire la différence entre utiliser un fidget comme jouet ou utiliser un fidget pour répondre aux besoins de bouger. Tu sais, il y en a qui sont plus discrets, qui peuvent être faits facilement en dessous du bureau sans déranger toute la classe, mais qui vont quand même venir répondre aux besoins de bouger. Et si jamais, quand je parle de fidget, vous n'avez aucune idée de ce à quoi je réfère, bien, vous avez dans les deux petits encadrés en blanc avec plein d'objets, là, des exemples de fidget. Donc, en gros, c'est des objets qu'on peut manipuler et donc qui viennent répondre un petit peu aux besoins de bouger ou de stimulation tactile. Aussi, on peut penser, dépendamment du contexte, à avoir des pauses avec des routines de décharge motrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un grand terme. Bien, c'est par exemple d'avoir fait la routine de décharge motrice, c'est ceux qui, c'est par exemple, OK, je fais, dépendamment de l'âge, là, si je veux dire avec des jeunes, mais tu sais, je fais 5 sauts de lapin. Je fais 8 pas de couleuvre. Je fais 4 sauts de grenouille. Donc, ça fait une routine et de décharge motrice parce que ben, ça répond aux besoins de bouger. Et bien sûr, quand ils sont plus à l'âge de faire des sauts de lapin et des sauts de grenouille, ben, on les appelle différemment. Aussi orienté dans le temps, donc des minuteurs visuels, type time timer. Ça aussi, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est qu'est-ce qui est dans le coin en bas à, je pense, c'est droite de votre écran, mais en tout cas, dans le coin où il y a des images. Donc, c'est une minuterie où visuellement, on va voir le temps passer. Donc, ça va venir matérialiser combien de temps il me reste et combien de temps s'est écoulé. Et également avoir des routines visuelles. Donc, c'est quoi la première chose que je fais? Ou fait, première chose qui va arriver, deuxième chose qui va arriver, troisième chose qui va arriver. Donc, ça permet de voir, le temps qui passe et aussi déjà d'anticiper ça va être quoi la prochaine chose qui va être à faire. Aussi, contrôler l'environnement, donc limiter les distractions. Donc, si possible, réduire les bruits ambiants. Donc, c'est ça, être dans un... s'assurer que l'espace, s'il y a des bruits qu'on peut contrôler, mais on arrive à les contrôler et les réduire. Et aussi essayer d'enlever les distractions visuelles, donc par exemple les objets qui ne sont pas utiles ou, tu sais, par exemple, euh, s'il y a plein d'affiches qui ne sont pas en lien avec ce qui est à faire, tu sais, par exemple un espace de travail avec des affiches des différents ou des photos des différents influenceurs, des photos des différentes vacances et compagnie pour un espace de travail, c'est possiblement pas nécessaire. Donc, c'est ça, enlever les distractions le plus possible et limiter les irritants. Donc, entre autres, augmenter le confort. Donc, des vêtements, tu sais, si
l'enfant ou tu sais, vous comme adulte, ben, il y a des tissus qui vous piquent, vous n'êtes pas, pas obligé de mettre ceux-là. Et après, quand c'est vous qui décidez, mais si je veux limiter les distractions pour un enfant, ben, je vais peut-être pas lui mettre des tissus qui irritent, des textures qu'il n'apprécie pas. Aussi, au niveau du mobilier, tu sais, avoir une chaise qui est confortable. Pourtant, souvent, c'est pas ça qu'on voit dans les classes, mais le mythe de dire, ah, ils sont jeunes, ils peuvent s'adapter à tout, mais des fois, c'est au détriment de l'attention. Donc, essayez d'avoir c'est ça, un mobilier où ils sont positionnés de manière confortable, et c'est ça, positionnement. Et aussi les autres sens, donc, des fois, ça peut être si des odeurs, si un enfant ou l'adulte est particulièrement sensible à certaines odeurs, ben, essayez de contrôler ces odeurs-là. Si c'est au niveau, c'est ça, de la lumière, ben, essayez d'avoir une lumière qui est adaptée et compagnie. Aussi, limiter l'attente. Pourquoi? Parce que des périodes d'attente ou de temps mort, c'est là que soit il y a une perte d'attention ou c'est là que les comportements dérangeants vont survenir. Quand j'étais animatrice de camp de jour, on nous disait occupe-les, sinon ils vont t'occuper. Donc, ça revient un petit peu à ça, de dire, ben, s'il y a une période d'attente trop longue, ben, ça se peut qu'ils qui cherchent à se faire la stimulation eux-mêmes, soit par les pensées, donc perte d'attention, ou par les comportements, donc comportements dérangeants. Donc, essayer d'éviter les longues explications, les temps morts et les délais. Et pour les consignes, là, je vais enchaîner avec l'aide-mémoire. Donc, pas la version très, très longue et détaillée des consignes, parce que les consignes doivent être brèves, et donc, mon aide-mémoire sur les consignes va être bref. Donc, pour les consignes, s'assurer que c'est vraiment quelque chose que l'enfant est capable de faire. Si c'est pas réaliste, il ne pourra pas rencontrer votre consigne. La faire au bon moment, donc s'assurer d'avoir la disponibilité cognitive de l'enfant. Donc, essayer de contrôler les distractions, éliminer les distractions, s'assurer qu'il vous regarde, qu'il vous écoute. Et aussi, au bon moment, timing. Si c'est un enfant qui a un TDAH, par exemple, on dit, ben, c'est un enfant, faut qu'il soit capable de se garder, là. Donc, admettons 13 ans, là. OK, là, je m'en vais travailler, mais ce soir, avant que je prépare le souper, il faudrait que le lave-vaisselle soit vidé. Ben, le timing n'est pas bon. Ça se peut que d'ici à ce soir, il aille oublier. Aussi au niveau des demandes, des consignes, qu'elles soient brèves, claires et concrètes. Donc, essayez de demander juste une chose à la fois. C'est pas, bon, le même si c'est le bon timing. Bon, là, on va bientôt souper, donc je te demande d'aller vider le lave-vaisselle et de prendre trois fourchettes et trois couteaux et de les mettre sur la table avec des napkins et d'ensuite aller chercher les condiments pour les hamburgers. Donc, juste dire, bon, là, première chose, je te demande de vider le lave-vaisselle. Puis après ça, dire, bon, je te demande de mettre la table. Ou on pourrait même dire, je te demande de prendre trois fourchettes, trois couteaux dans la vaisselle. Je te demande maintenant de les mettre sur la table. Donc, vraiment venir segmenter les consignes, bien sûr, adaptées à l'âge et à la capacité de l'individu. Ne faites pas ça avec votre conjoint qui n'a pas de TDAH. Je te demande de prendre trois fourchettes et trois couteaux. Parce qu'il ne fera pas ça comme ça, il va vraiment se demander qu'est-ce que vous faites. À la positive, donc pas quelque chose à ne pas faire. Parce que ben, si je vous dis, là, actuellement, ne pensez pas à une bouteille de ketchup. Honnêtement, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Une bouteille de ketchup. Donc, si je dis à un enfant, cours pas, cours pas, ben, il pense à courir, il ne saura pas quoi faire. Donc là, c'est de dire, bon, maintenant, je te demande de marcher à la positive. Et préciser le temps et le moment. Maintenant, je te demande de marcher. Mais sinon, c'est ça. Je te d'ici à la fin de ton émission, qui n'est pas YouTube, tu sais, les anciennes émissions là, à la télévision là, qu'on ne pouvait pas mettre sur pause et rien, là. Donc, à la fin de ton émission, je te demande de venir vider le lave-vaisselle. Et des exemples de quelque chose qui n'est pas une consigne. Est-ce que ça se fait ça, taper ton frère? C'est pas une consigne. Qu'est-ce qui va arriver si tu tapes ton frère? C'est pas une consigne.
J'aimerais ça que tu fasses tes devoirs. Si vous avez un adolescent, vous risquez de vous faire répondre. Ben moi, il y a bien des choses que j'aimerais. Ou j'aimerais ça une PlayStation. Donc ça, c'est pas des consignes. Plus dire assis-toi sur le divan. Ben, si son frère n'est pas sur le divan, il peut pas taper son frère s'il est assis sur le divan. Et c'est positif. Plutôt qu'arrête de taper ton frère, assis-toi sur le divan. Et on pourrait penser à laisse ton frère tranquille, mais c'est pas très clair. OK. Le renforcement. Donc, puis là, je vous dis, il en reste deux diapositives après. Donc, le renforcement. Donc, deux types de renforcement dont on va parler, les félicitations et les récompenses. Les félicitations, je pense que je n'ai pas à définir qu'est-ce qu'une félicitation, c'est quand on félicite. Mais par contre, après, je vais venir préciser comment on félicite. Les félicitations, tu sais, bravo, tu fais bien ça, je suis fière de toi. Et les récompenses. Donc, les récompenses, c'est quelque chose qui on donne, qui on espère. En fait, pour que ce soit une récompense, il faut que ça vienne augmenter la probabilité que le comportement positif se reproduise. Donc, on va cibler les comportements positifs. Qu'est-ce que je veux que mon enfant fasse? Ou qu'est-ce que je veux que telle autre personne fasse? Là, j'ai grimacé un peu parce que il y a des contextes où vous ne pouvez pas contrôler le comportement de quelqu'un d'autre. Non, non. Je vous apprends pas actuellement à faire ça pour contrôler les comportements de votre boss. Donc, on va rester focusé sur le fait que moi, j'ai dit que c'était pour les comportements de votre enfant. Donc, ciblez les comportements positifs. Qu'est-ce que vous voulez que votre enfant fasse? Et au début, euh, on- si le comportement n'est vraiment pas maîtrisé, on peut commencer par cibler une étape préliminaire. Donc, vous venez récompenser les efforts et les progrès. Vous venez renforcer les efforts et les progrès. Donc, si c'est par exemple qu'est-ce que ça pourrait être? De mettre la table, ben, peut-être qu'au début, je vais récompenser quand il met les couteaux et les fourchettes, même s'il ne met pas les napkins, par exemple. Donc, aussi, on va venir renforcer après un bon comportement ou une tentative de bon comportement. Donc, les félicitations, ça va être vraiment le plus immédiatement possible parce que généralement, on a toujours une voix, sauf quelques exceptions. Et donc, on peut féliciter immédiatement quand on observe le comportement attendu ou l'esquisse de comportement attendu et on va venir récompenser le plus rapidement possible. Et on va le faire pour des comportements spécifiques et on va les nommer clairement. Donc, contrairement à ce que j'ai dit tantôt, des félicitations, c'est pas bravo, là, je suis content, là. On va venir dire explicitement pourquoi on récompense ou pourquoi on félicite. Donc, je te félicite, tu as mis les couteaux et les fourchettes sur la table. Et aussi, deux petits points qui sont plus spécifiques à un ou l'autre. Donc, pour les félicitations, euh, à moins de quelques exceptions dont finalement je ne parlerai pas aujourd'hui, mais généralement, on peut féliciter notre enfant devant les autres et on peut également servir de modèle en nous félicitant nous-mêmes. Et on peut aussi nommer les sentiments de fierté et de satisfaction qu'on a lorsque l'enfant réussit. À ça, je mettrai un petit bémol de dire s'assurer de vraiment féliciter le comportement et non pas l'enfant, parce que l'enfant peut avoir un contrôle sur son comportement, mais pas nécessairement sur lui-même. Tu sais, oh, tu sais, je suis tellement fière de toi quand tu es bonne à l'école. C'est moins bon que de dire je suis vraiment fière de toi quand tu prends le temps d'étudier la veille, même si tu aurais envie de faire une autre activité. Et pour les récompenses, premièrement, discuter avec votre enfant ou avec l'enfant des récompenses qui seraient appréciées, parce que si c'est quelque chose qu'il n'aime pas, ça ne pourra pas agir comme récompense. La réglisse noire, là, c'était- peut-être que si vous, vous aimez ça, pour vous, c'est une récompense, mais pour quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est pas une réglisse noire, c'est pas une récompense.
Avoir quand même une variété de récompenses et les donner souvent et aussi les varier souvent parce que quand c'est toujours la même chose, là, même de la réglisse rouge, là, peut-être qu'à un moment donné, tu vas être tanné puis tu vas vouloir passer à autre chose, donc varier. Et aussi, vraiment important, ne jamais retirer les récompenses une fois qu'elles ont été données parce que, ben, un, ça va venir un petit peu annuler un peu beaucoup annuler le renforcement que vous avez fait. Puis, ça va plus aussi tomber dans la punition. Puis, c'est aussi parce que si vous donnez une récompense pour un bon comportement, ben le bon comportement a eu lieu, il y a une récompense qui s'est méritée. Même si après, il se passe autre chose, ben, le comportement derrière la récompense a vraiment eu lieu. Et bien sûr, on ne veut pas se ramasser 10 ans plus tard et encore donner des autocollants. Donc, remplacer progressivement les récompenses concrètes par quelque chose de plus social, donc, entre autres, des félicitations. Et sur ça, merci de votre attention.